tout le monde, Dieu les potes, c'est Raydag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors oui, j'avais dit que je ferais une vidéo chaque jour pendant toute la semaine. Certes, j'ai pas respecté mes promesses, parce que j'ai oublié hier. Mais quand tu lis Kagurabachi, tu peux pas t'en passer quand même. Non mais Kagurabachi, quel banger. J'ai tellement lu, j'ai carrément oublié de faire une vidéo. Et vous inquiétez pas, pour me rattraper, lundi prochain je sors une vidéo aussi, en plus. Ça va. Donc ça va donc. Donc normalement toutes les semaines je posterai une vidéo par semaine. Cette semaine je poste tous les jours à partir de genre je rate plus de jours. Et lundi et du coup la semaine prochaine je fais 2 vidéos. C'est comme ça. C'est bon. Et les autres semaines à partir de là, bah je vous ferai une vidéo par semaine. Normalement, à moins qu'il y ait un petit imprévu ou quelque chose du genre. Alors bon j'espère les gars vous ne voulez pas trop. Hein. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Sur ce, commence cette vidéo sur Kagurabachi. Maintenant. Il y a 18 ans, le Japon plongea dans un conflit dévastateur révélant l'existence des Yojutsushi, nom donné aux sorciers mobilisés pour lutter dans la guerre mystico-militaire de Seitei. Alors que le Japon se trouvait en mauvaise posture, un héros forgeron du nom de Kunishikeroku entreprit de fabriquer 6 sabres à partir d'un métal extrêmement rare, le Daten Senki. Ces sabres, qu'il a nommés Yoto, étaient dotés d'une puissance exceptionnelle, amplifiant le Genryoku, l'énergie occulte présente dans le corps de chaque sorcier maniant les sortilèges. Grâce à cette intensification du Genryoku, les utilisateurs des Yoto pouvaient matérialiser leur force spirituelle en diverses formes et éléments selon le katana qu'ils maniaient. Ces puissants sabres, par leur efficacité redoutable, mirent rapidement fin à la guerre, offrant au Japon une victoire militaire décisive. Cependant, après ce conflit magique dévastateur nommé Seitei, les 6 Yoto furent secrètement cachés par leur créateur, qui depuis la fin de la bataille jouit d'une réputation de héros auprès des Japonais. 18 ans s'écoulèrent, Roku avait désormais un fils, Chihiro, à qui il enseignait l'art ancestral de la forge. Malheureusement, une sombre soirée bouleversa leur existence. Une organisation mystérieuse découvrit l'emplacement de la demeure des Kunishige et dans un acte de cruauté inouïe massacra Roku, emportant avec eux les sabres légendaires. Toutefois, peu de temps après la guerre, Roku forgea en secret un 7e sabre qu'il nomma Enten, destiné à devenir l'arme de prédilection de son fils Chihiro, par lequel il s'engagea dans une longue chasse à l'homme dans le but de venger son père et retrouver ses sabres magiques. Dans un univers extrêmement sombre, où le Genryoku contrôle le monde jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement, notre protagoniste se voit épaulé par Shiba, un ancien sorcier d'État et vieil ami de Roku. Désireux de soutenir le fils unique de son ancien camarade, Shiba se joint à lui dans sa quête de vengeance. Alors que le monde aurait dû connaître la paix après la guerre, il sombra dans l'instabilité lorsque l'existence du Genryoku fut révélée au grand public. Cette énergie parcourant le corps de chaque être humain est à l'origine de tous les enchantements utilisés par les Yojutsushi. En plus de permettre la manifestation de sortilèges magiques, la maîtrise du Genryoku confère au corps des capacités physiques décuplées, augmentant significativement la vitesse et la force de chaque utilisateur. Au cours de l'histoire, plusieurs clans familiaux maîtrisant des aptitudes héréditaires se sont formés. Le clan Sazanami, par exemple, est connu pour sa chevelure argentée et sa capacité à générer des ondes surpuissantes, les Izu capables de détruire des bâtiments entiers. Le clan Kyonagi, quant à lui, possède la faculté de régénération quasi instantanée des blessures. Les techniques résultant du Genryoku se divisent en plusieurs catégories. Parmi elles, on retrouve les techniques élémentaires comme l'Enkotsu, un puissant sortilège capable d'enflammer les os de son utilisateur pour les projeter à une vitesse phénoménale contre l'ennemi. Il y a aussi les sortilèges spatio-temporels tels que ceux de Shibo qui permettent la téléportation. Le chef du clan Sazanami, quant à lui, peut créer des dimensions entières accessibles par des portails enchantés. Pour invoquer leurs sortilèges, les Yojutsushi doivent exécuter des symboles avec leurs doigts, servant d'incantation pour activer leurs capacités. Au cours de la grande guerre de Seitei, un mystérieux métal fut découvert, le Daten Senki, capable d'amplifier temporairement le Genryoku d'un utilisateur sans nécessité de symbole. Cependant, ce métal très puissant peut s'avérer dangereux et même mortel pour les sorciers qui l'utilisent imprudemment. Seul le forgeron Roku parvient à maîtriser ce métal légendaire pour en faire de puissants sabres nommés les Yoto, n'occasionnant aucun dommage à leur utilisateur. À l'heure actuelle, le manga compte près d'une trentaine de chapitres et est déjà en mesure de proposer un système de combat sophistiqué ainsi qu'un univers original particulièrement fascinant. Kagurabachi est une série de mangas japonais écrite et illustrée par Takeru Okazano. Lancée en 2003 dans le magazine Weekly Shonen Jump, cette série est rapidement devenue populaire parmi les fans. Avant même la publication de son premier chapitre, Kagurabachi était devenu un objet de sarcasme par lequel les fans critiquaient le genre shonen neketsu, en faisant de lui une œuvre sans originalité. Cependant, les satires ont cessé dès les premiers chapitres publiés qui ont convaincu tout le monde. Contrairement aux sarcasmes initiaux, ce manga se distingue par son originalité, notamment à travers son héros. Et c'est ce point que nous allons approfondir en dévoilant la singularité particulière du protagoniste principal de la série, qui offre l'originalité du titre.
À l'opposé de nombreux shonen actuels, Chihiro n'est pas un gringalet naïf ignorant les aspects sombres de la vie, et n'a pas rejoint une organisation pour gravir les échelons. Non. Oubliez les codes standards du shonen classique, ici le protagoniste n'appartient à aucun groupe ou organisation. Il ne cherche aucune reconnaissance sociale et ne souhaite pas devenir le meilleur sorcier ou autre. Ce n'est pas un simple manga de vengeance, où le héros est animé par une haine absolue. L'histoire de Chihiro est bien plus complexe et nuancée. Chihiro, fils d'un grand forgeron renommé, assiste impuissant au massacre de son père, victime d'une erreur tragique, celle d'avoir voulu sauver le monde. Contrairement aux protagonistes traditionnels des récits de vengeance, Chihiro n'est pas consumé par une haine incontrôlable. Il voit la mort de son père comme un événement tragique, certes, mais il ne se laisse pas pour autant engloutir dans les ténèbres, car il comprend les erreurs de son père. Créer les 6 sabres légendaires a peut-être permis de sauver le Japon, mais à quel prix ? Celui de sa propre vie. Lors de son affrontement avec Sato, le premier antagoniste de la série qui avait en possession Kurogane, l'un des 6 sabres légendaires, Chihiro se heurte à une réalité violente et cruelle. Bien que ses armes aient été forgées par son père pour défendre le Japon, elles restent des outils dont le but premier est de tuer. Sato est devenu un criminel par admiration pour le père de Chihiro. Et c'est précisément en étudiant les œuvres de Ruko toute sa vie que Sato a sombré dans le désir de tuer. Durant leur duel, leurs sabres entrent en communication. Sato exprime son profond respect pour le père de Chihiro, tandis que Chihiro réalise que le sabre de son père a délibérément choisi Sato comme porteur. Aux yeux des sabres de son père, les notions de bien et de mal sont des valeurs relatives, ne définissant pas leur utilisateur. Ainsi, Chihiro comprend que fondamentalement rien ne le distingue de Sato. Tous deux ont été choisis par les sabres de son père. Lorsque Chihiro se rend compte de cela, il est en proie au doute. Il se demande si finalement son père avait été un véritable héros. Et cette perspective dans un manga de vengeance est inédite. En règle générale, les héros de ce genre cherchent à venger des proches dont ils ne doutent pas du statut. Mais lorsque Chihiro apprend que le sabre forgé par son père Kurogane a choisi un criminel comme porteur, il est quelque peu confus. Chihiro comprend que les intentions humaines, aussi variées soient-elles, sont transcendées par le but même des sabres que son père a forgés, celui de tuer. Chaque manière de sabre imprégné devient alors le miroir de l'autre. Lorsque Chihiro admet cela, il décide de briser le sabre Kurogane et tue Sato lors de l'affrontement. Au moment de mettre fin à sa vie, Chihiro déclare qu'il ne le tue pas exclusivement pour sa criminalité, mais aussi parce qu'il n'est pas à la hauteur du sabre Kurogane qu'il l'a choisi, et qu'il n'est par conséquent pas digne de l'héritage de son père. Et un héros de manga de vengeance qui atteint une telle complexité en seulement 30 chapitres, il n'y en a pas des masses. C'est la raison pour laquelle ce manga a déjà convaincu pas mal d'individus pour son originalité et sa flexibilité, ainsi que sa richesse narrative. Richesse que l'on observe également dans l'univers, et c'est le deuxième point que nous allons approfondir. L'univers de Kagurabashi relève de l'urban fantasy, dépeignant une société contemporaine marquée par des conflits et des luttes de pouvoir entre diverses organisations de sorciers et de yakuza. Différents clans dotés de capacités héréditaires se disputent l'influence sur Tokyo, le tout avec une intrigue passionnante centrée sur un héros évoluant dans un univers où toutes les factions, y compris l'État, lui mettent des bâtons dans les roues. Le manga nous révèle au cours de l'intrigue que l'existence des sorciers était gardée jusque-là secrète, mais l'éclatement de la guerre de Seitei les a révélés au grand public. Cela ajoute une touche de tension permanente dans le manga. Le côté sombre de l'univers ressort également à travers ses descriptions. On sent que le sang y est encore frais. Le lecteur suit l'histoire d'un héros évoluant dans une société en plein écroulement où l'équilibre entre sorcellerie et criminalité est à peine tenable. L'aspect graphique du manga est également une réussite. Les scènes de combat sont fluides et épurées, rendant la lecture très agréable. Le style de dessin, bien que très atypique, est totalement innovateur et cool. Le découpage du manga permet une bonne compréhension des mouvements des combattants lors des affrontements. Kagurabashi est bien parti pour devenir le futur succès du Jump grâce à son originalité et sa singularité impressionnante. La vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.